Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Dieu sur Terre, le premier roman de Thomas Fersen, publié aux éditions de l'Iconoclaste qui sponsorise cet épisode. À mi-chemin entre l'autobiographie, la fiction et la forme musicale, Dieu sur Terre est un roman extrêmement drôle et réjouissant sur le regard que porte le héros sur son frère fictif. Entièrement écrit en octosyllabes, ce roman sonne comme une longue chanson. Et ça tombe bien, car Thomas Fersen est aussi un musicien et parolier français, présent dans le paysage sonore depuis bon nombre d'années. Au-delà de la forme singulière de ce texte, on apprend aussi à mieux découvrir cet artiste que je considère un peu à part aujourd'hui. Dans Dieu sur Terre, il prête à son héros certains de ses souvenirs d'enfance, son immeuble du 20e arrondissement parisien, ses premiers amours, ses premiers râteaux, son écriture et sa mythologie de poche. Ça se dévore comme un gâteau d'enfance, ça s'appelle Dieu sur Terre et c'est disponible en librairie aux éditions de l'Iconoclaste. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec le chanteur, musicien, dessinateur Albin de la Simone que j'ai discuté à l'occasion de la sortie de son 7e album, Les 100 prochaines années. À la fois très personnel et fantasque, cet album est un savant mélange d'émotions, du ravissement en passant par la douleur, incarné par une voix reconnaissable entre mille. Et justement, avec Albin de la Simone, on a parlé ensemble de la manière dont il a pensé, écrit cet album, des coulisses de son écriture en règle générale, ou encore de sa casquette de dessinateur. Bonne écoute. Albin de la Simone, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez Tôt ou Tard, qui est ton label. J'étais là il y a quelques semaines dans cette pièce exacte avec un de tes collègues, Vincent Delerme. Oui, qui était donc le 116e. Qui était le 100... Ouais, 100... Je sais pas, ouais. Écoute. Mais on l'embrasse. Moi, je suis le 117e en tout cas. Il me semble que tu es le 117e ou 118, je sais plus. Mais bon, aujourd'hui, donc, on se rencontre à l'occasion de la sortie de ton nouvel album. Oui. Les 100 prochaines années, c'est ton 7e album. Oui. Et il est illustré, il est incarné, disons, par une pochette qui représente un enfant dans les bras de sa mère. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire qui est cet enfant ? J'en ai aucune idée. Tu n'en es. Ça, c'est bien notre problème. Ouais. Il paraît que c'est moi, pris en photo par un très vieux pote de mes parents, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Hubert Bacro, qui a pris cette photo, je ne sais pas où, quand je devais avoir un an. Non, j'essaye de voir, ma mère ne se souvient pas. Donc je suis dans les bras de ma mère. Moi, je ne me reconnais pas du tout, évidemment, mais j'ai une expression de joie. Enfin, disons que ce bébé là qu'on voit a une expression de joie et de vitalité que je trouve démente, que j'ai plus du tout. Donc, et voilà. Qui représentait bien l'album finalement. Ouais, c'est une projection dans l'avenir, c'est la naissance, c'est la pureté. Enfin, ça fait rêver en fait, je trouve. Ça fait rêver, ouais. Et ça fait écho à une chanson de l'album qui s'appelle Petit Petit Moi, qui est un titre très personnel, assez émouvant même. Et le clip de la chanson, c'est un clip participatif. Mm-hmm. C'est une espèce d'enchaînement de photos de tes fans. De mes followers, de certains followers qui ont... Avec l'un de leurs parents, enfin bref, exactement le même principe que la photo de la pochette. Ouais. C'est quoi l'histoire de cette chanson, tout simplement ? Alors, c'est pas la pochette qui fait écho à la chanson, c'est la chanson qui fait écho à la pochette. C'est-à-dire que je me souvenais vaguement de cette photo, très vaguement, et j'ai pensé à ce que ça fait de se voir en photo bébé. On se souvient pas. Donc, on voit ça par les photos, et j'imaginais tomber sur une photo de moi dans les bras de ma mère et parler de ce que doit ressentir cet enfant. C'est quand même génial, il est protégé de tout, il est en pleine explosion de vitalité, en pleine relation de tendresse et tout. Puis de là, j'ai un petit peu brodé sur l'environnement, ma sœur, mon père. Donc j'ai recréé un tableau de famille à partir d'un vague souvenir d'une photo. Avec de la nostalgie ou pas ? Non, avec... oui, ça pourrait être, mais c'est plus... c'est vrai que le refrain dit « Il a bien de la chance, ce petit moi ». C'est pour ça que je dis ça, justement. Il savoure en silence un moment dans tes bras. C'est pas de la nostalgie, merde, je me souviens pas de ça. Non, je me souviens pas de ces moments comme ça, bébé dans les bras de ma mère, et ça doit être génial. Voilà, c'est plus ça, c'est pas de la nostalgie. Ou disons que c'est de la nostalgie au second degré, quoi. Par contre, du coup, après avoir écrit cette chanson, j'ai demandé à ma mère, mais elle existe cette photo, non ? Il y a bien une photo de moi dans tes bras, et elle m'a sorti la photo. Et là, c'était évident que c'était une pochette, en fait. Ouais, carrément, ok. Tu utilises beaucoup Enfin, en tout cas, tu fais partie de ceux qui utilisent beaucoup l'intimité comme matériau. Mais précisément, quelle est
cet outil dans ta musique? Au fond, est-ce qu'on peut savoir qui tu es de façon assez fidèle en écoutant ta musique? C'est une bonne question et je ne connais pas vraiment la réponse parce que je parle de moi ou alors je parle de la façon dont moi je perçois les autres. Quelquefois, je parle d'autres, mais je le mets à la première personne parce que je veux incarner ce que je chante. Je ne sais pas si on peut savoir qui je suis. Je pense un petit peu, mais après tout, on s'en fout. Enfin, je pense qu'un artiste, quand on écoute un artiste, l'intérêt n'est pas forcément de savoir qui il est, mais ce qu'il nous fait, ce que ça nous fait et ce que ça nous apporte à nous. Toi, en tout cas, c'est ton objectif. Ouais, moi, je me dis que les gens doivent imaginer quelque chose de moi, mais surtout, ce qui compte, c'est la manière dont eux-mêmes s'approprient et filtrent ce qu'ils entendent. C'est ça qui compte. Oui, de transformer cette D'ailleurs, dans toute intimité. Conversation, il y a la parole qu'on donne, mais il y a aussi la manière dont l'autre, si vous annoncez quelque chose à des amis, à un ami, il va entendre ce que vous lui dites, mais il va tout de suite penser à comment lui, il le vivrait s'il était à votre place. Enfin, on s'approprie toujours les choses. Oui, c'est le transformer cette espèce d'intimité en quelque chose de collectif qui résonne chez les autres. Voilà, à un endroit. Un endroit ou un autre. Et c'est important d'être sincère et d'être juste, parce que sinon, ça ne résonne pas en face. Si on n'est pas... Voilà, je trouve. Près de la vallée de la Chevreuse, il y a un hôtel qui s'appelle Le Barn. Quel est le lien de cet hôtel avec cet album? Cet hôtel m'a invité, à partir du confinement, de la fin du confinement, m'a invité ainsi que Yuxek et aussi Voyou. Okay. On s'est retrouvés entre copains au Barn, qui était fermé, à profiter des chambres. Voilà, le patron nous a invités en nous proposant de venir écrire là-bas. Il dit mon hôtel est vide. Voilà. Écoute. Et à partir de là, il a continué, même si l'hôtel s'est rempli, à nous dire si vous avez besoin, venez. C'est du mécénat en fait. Ouais, il nous a invités, c'est un mec super. Et il nous a invités, et donc on s'y est retrouvés souvent avec Thibaut, Voyou et Yuxek, puis avec d'autres, et puis tout seul aussi. Moi, j'ai besoin vraiment de m'isoler et de... Voilà, c'est en bord de forêt, les forêts magnifiques de Rambouillet, tout ça. Je me suis retrouvé à loger dans des chambres super, à être pris en charge gracieusement, ce qui est quand même génial, pour écrire. Et je me baladais dans la forêt, j'écrivais mes chansons. J'ai écrit la moitié de l'album là-bas quand même. Comme une espèce de résidence, quoi. Complètement, ouais. Une résidence, mais à titre privé, c'est-à-dire c'est pas un institut, une institution, un truc, c'est un gars. C'est un gars, ouais, qu'on embrasse. Hein, ouais. Ah bah oui. T'as toujours écrit seul? Ouais, j'arrive pas à collaborer à ce niveau-là. J'adore collaborer pour plein de choses, mais l'écriture, je n'arrive ni à écrire avec quelqu'un, ni à écrire pour quelqu'un. Et ça, c'est con. J'aimerais bien, on me le propose souvent, et voilà, quand j'écris un truc, c'est toujours pour moi, j'arrive pas à faire ça. Ok. Est-ce que tu as, par exemple pour cet album, des chansons que tu as dans ton tiroir, que tu n'as absolument pas voulu, pas pu, peu importe, sortir, ou des notes audio, peu importe, un peu du reste, quoi. Et qui pourraient servir plus tard? Qui pourraient potentiellement servir plus tard, bien sûr. Peut-être, mais je m'en rends pas compte. Pour l'instant, ce que j'ai jeté, je l'ai jeté. Okay. Mais par contre, dans mon disque, il y a des choses qui viennent non pas de déchets, mais il y a une chanson qui s'appelle Pour être belle, que j'avais enregistrée et mixée pour mon précédent album, L'un de nous, précédent album de chansons. L'un de nous, qui date de 2017. La chanson était finie, enregistrée. Elle avait un autre titre, un autre refrain. Elle s'appelait Garde à vous, mesdames. Mais en fait, j'étais pas contente ni de ce titre, ni de ce refrain, mais j'étais allé au bout. Puis finalement, au dernier moment, on s'est dit, mais non, ça va pas. Et je l'ai remise en chantier, donc ça fait 8 ans que je suis sur cette chanson. Et enfin, elle sort. Parce qu'enfin, j'ai trouvé il faut souffrir pour être belle, pour ne pas souffrir, pour être belle, pour ne pas souffrir. Tant que j'avais pas ça, j'avais pas le pôle de la chanson. J'avais les terres, mais j'avais pas le pôle. Et ça fait écho à quelque chose aussi de cet album, parce que la particularité, c'est qu'il reprend certaines instrus de ton précédent album. Oui, c'est vrai. Qui n'est donc pas un album de chansons, celui-ci s'appelle Happy End, c'était un album instrumental qui est sorti en 2020. Et la spécificité de cet album, c'est de réutiliser, je sais plus, 3 instrus, je sais plus dans mon album là. Dans les 100 prochaines années, celui-ci, tu réutilises des instrus de ton précédent album. Oui, c'est vrai, parce que je me suis rendu compte que dans ce disque instrumental que j'ai fait, faute de paroles, parce que j'étais en plein... Le confinement, tout ça, ça avait asséché complètement mon inspiration de texte. Donc j'avais fait un disque instrumental en me disant, par contre, je ne suis pas du tout asséché en musique. Et je n'ai pas réalisé sur le coup, mais ça m'est venu après de voir que c'était que des morceaux de 2 minutes 30, 3 minutes, avec des couplets et des refrains. En fait, c'était des chansons qui attendaient leur texte. Ça, à la base. Pas du tout. J'ai fait un disque instrumental. Et finalement, il y en a plein qui sont des chansons qui attendaient leur texte. Je pourrais faire presque tout l'album instrumental en chansons. Bon, là, les 3 mélodies les plus fortes m'ont vraiment taraudé.
et j'étais à vélo beaucoup, et pour une fois, le texte est venu d'après la musique. D'habitude, j'écris vraiment le texte en premier, et là, c'est la musique qui m'a inspiré le texte. À quel moment tu sais, toi, d'ailleurs, qu'un texte, qu'un texte de chanson est bon et terminé? Parce que dans ma tête, c'est très précis. Ah, c'est très précis. Ouais, ok, et trop ma bien. réponse est très précise. Alors, je on sais l'écoute. qu'il est bon et terminé quand il est bon et terminé. Oui, mais ça n'existe pas. Bah oui, bah si, en fait, j'ai pas d'autre élément. En fait, c'est con, mais je ne peux. Pourtant, quand il est pas bon et terminé, je sais aussi. Et quand ça, il est bon, non, autant en musique, j'ai beaucoup plus de moyens, je suis beaucoup plus musicien qu'auteur, mais en musique, je peux être plus perdu à me dire, je pourrais aussi faire ça, je pourrais aussi faire ça. Ouais, la réenregistrer limite. Ouais, tellement j'ai l'habitude de remanier la musique, même la musique des autres, parce que j'ai beaucoup travaillé pour d'autres. Mais en texte, je suis très limité. Donc, une fois que j'ai trouvé vraiment, quand j'ai la clé, le texte est bon et terminé. Ouais. Il bougera plus. J'ai plus aucun doute. C'est fou, c'est bizarre. Hein, ouais. Ouais. En musique, j'ai encore des doutes. Je conclus jamais vraiment. Je suis jamais sûr de. Alors que pourtant, je suis plus fort en musique. Plus fort. J'ai l'impression d'être plus fort. Ouais, mais tu as le droit d'être plus fort en musique. Bravo. Non, en tout cas, je suis plus construit, plus nourri. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu viens de la musique instrumentale. Hein, et pourquoi précisément ces textes? Pourquoi ces paroles sont malgré tout très présentes aujourd'hui chez toi? Ah, il n'y a plus que ça maintenant. Enfin, il n'y a pas plus que ça. Mais disons que je conçois plus trop... la musique peut être instrumentale, j'en écoute et j'adore ça, mais le centre de ma vie, c'est vraiment d'écrire des chansons et donc d'écrire des paroles et donc de chanter. Et donc de chanter, ouais. C'était pas... voilà. C'était pas... j'ai jamais rêvé d'être chanteur. J'ai jamais chanté sous la douche, imité des chanteurs et tout ça. C'était pas mon truc. Par contre, quand j'ai écrit un texte, le premier texte que j'ai écrit... il fallait bien que je l'enregistre pour en faire une petite maquette, pour dire c'est ma chanson. Et puis j'ai un peu pris goût et j'avais un petit peu honte parce que je viens du jazz. Dans le jazz, la chanson, c'est un petit peu... Là, pour le coup, les jazzmen, souvent, considèrent que c'est un art mineur, quoi. Et puis, donc, au début, je me cachais un petit peu. Et puis, en fait, j'ai vite compris que ça allait être exactement le centre de mon existence, quoi. Mais justement, oui, la culture familiale, c'était le jazz chez toi. Et est-ce qu'il y a un moment clé, j'imagine, qui t'a fait pencher vers ce qu'on pourrait peut-être appeler, je sais pas, la chanson française, si on veut résumer un peu grossièrement? La chanson, oui, ça faisait 10 ans que je me prenais des murs dans le jazz, que je me cognais parce que j'étais pas fait pour ça, je pense, et que je le faisais pour des mauvaises raisons. Et j'ai rencontré des chanteurs, j'ai rencontré Arthur H, j'ai rencontré Mathieu Bogarts, M, Philippe Catherine. Tous ces gens-là, c'est des gens à peu près de ma génération, et plus ou moins selon les personnes. Et vraiment, là, je comprenais que eux, ils avaient une liberté et une liberté de ton et d'expression que je recherchais dans le jazz, mais que je ne trouvais pas du tout. En fait, en chanson, tu peux vraiment être qui tu veux, tu peux vraiment être qui tu es. Tu peux être faible et fort. Ça fait même parfois des bonnes chansons. Ouais, la faiblesse peut être une force. Dans le jazz, non, c'est un sport de haut niveau. T'es fort ou t'es pas fort. Après, t'es bon ou t'es pas bon. En plus, il y a des gens très forts, très mauvais, parce que ils sont juste sportifs de la musique. Mais c'est pas péjoratif pour le sport, mais tu vois, en musique, le sport, ça sert à rien. Donc, le jazz, c'est un autre concept. Et ça ne me convenait pas du tout parce que j'étais pas rigoureux, technicien, j'avais pas ce côté sportif de haut niveau. Alors justement, on va parler un peu de musique parce que dans cet album, il y a ton clavier, mais il y a aussi les guitares et les basses de Sage, les batteries de Robbie Custer, la harpe de Gustine, les cuivres de Voyou, avec qui tu étais au Barn. Comment est-ce que tu aimes t'entourer quand tu crées un album? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, ça fait partie des ingrédients un peu importants pour créer un album. Ah bah c'est très important. En fait, tout part du réalisateur. Le réalisateur dans tout album, le chanteur aussi évidemment, l'auteur des chansons et le réalisateur se parlent ensemble de quelle couleur ils veulent donner au disque et apporter justement les pièces qui vont permettre... jusqu'à maintenant, le réalisateur, c'était quasiment toujours moi. Et donc, j'invitais les gens que j'entendais. J'allais dans les directions qui venaient de moi, quand même. Okay. Donc, super. Ça m'a permis de faire des disques dont je suis content et avec lesquels je suis très en accord, évidemment. Mais là, pour ce disque,
étant donné que moi je suis souvent réalisateur pour d'autres, je connais la valeur de ce que peut amener un réalisateur, mais du coup j'avais du mal à laisser la place, à lâcher le truc. Et pour cet album-là, vraiment, enfin, j'ai entendu ce que mon label me dit depuis un petit moment, que c'est intéressant aussi de s'ouvrir à d'autres vocabulaires, langages, visions et à d'autres manières de prendre en main un disque. Et je connaissais Ambroise, qu'on appelle Sage. Donc, Sage, du coup, ouais. Ouais, je le connaissais depuis longtemps et j'avais déjà remarqué plein de fois, d'une part, qu'il est très bon, mais qu'il est très bon et en plus, très inspiré, mais il est vachement à l'écoute des artistes. C'est-à-dire que les disques d'artistes qu'il réalise ne se ressemblent pas. Ok. Oui, ce qui est un bon point. C'est vachement important. Ça veut dire qu'il écoute et qu'il accompagne les gens dans des directions, il leur propose, mais t'as pas l'impression d'écouter un disque de Sage. Et puis je suis allé le voir, je lui ai fait écouter les chansons et les 3-4 remarques qu'il m'a faites tout de suite étaient tellement intéressantes, justes. C'était quoi peut-être pas les 3, mais... Non, mais c'était principalement justement sur le fait de mettre le doigt sur sur quoi je tourne en rond. Les endroits sur lesquels je tourne un peu en rond et où c'est vrai que là, lui, il verrait bien une ouverture dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé, on a commencé et ça a matché tout de suite vraiment super bien, je trouve. Après, à partir de là, on partait, par exemple, la chanson est écrite sur un arpège de clavier. Je joue cet arpège de clavier et tout de suite, lui, il propose une basse par-dessus. Et la basse qu'il joue, je prends l'exemple, par exemple, d'une chanson qui s'appelle « À jamais ». Ouais. C'est vraiment un arpège de clavier tout le long. Et lui, dans le refrain, a commencé à faire une basse assez groovy. Et moi, je le regardais, je me disais, non, mais il n'a pas écouté la chanson, ouais, quoi. Il n'a rien compris. Ouais. Et en fait... Au bout de 3 minutes, j'étais hyper excité de me dire mais j'aurais jamais imaginé faire ça. C'est complètement inattendu pour moi. Hein. Dans l'absolu, ça marche super. Mais pour moi, c'est inattendu. Et j'ai failli refuser cette phrase. Et au lieu de refuser, j'ai attendu un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait justement exactement là où tout seul, je ne serais pas allé. Ouais. Et Robbie, qui est un batteur québécois qui est fantastique, pareil, quand il est arrivé sur cette chanson, il est rentré lui aussi au refrain, là où la basse rentre, et il a encore déplacé le truc. C'est-à-dire qu'il n'a pas interprété le truc ni comme Ambroise l'avait imaginé, et il a joué encore un rythme qui a amené la chanson encore ailleurs. Donc pareil, double déstabilisation, mais à chaque fois ça prenait un cran pour moi. Et ce qui fait que, bon voilà, je prends cet exemple-là, mais sur tout le disque, c'était beaucoup comme ça. Et surtout Robbie et Ambroise. Thibaut Voyou et Gustine, la harpiste, étaient plus contraints, c'est-à-dire qu'on savait plus exactement quoi leur demander, les mélodies, les trucs. Mais Ambroise, avec ses basses et ses guitares, et Robbie pour les batteries, ont vraiment soulevé et déplacé les chansons beaucoup. Et voilà, ça c'est un très grand... c'est une très grande avancée pour moi, personnellement, parce que mon disque m'est encore exotique. Oui, c'est ça. Vois, comme chaque note ne vient pas de mon cerveau. Savoir s'entourer, c'est savoir se laisser porter, quoi, aussi. Ouais, et voilà, il y a des zones que je comprends pas de mon disque. Pourtant, j'ai récupéré le disque dans mon ordinateur, j'ai écouté piste par piste pour voir si je pouvais apporter, enlever des trucs. Mais même quand je modifiais des choses, c'était moins bien. Parce que ça vient de Ambroise, quoi. Enfin, c'est filtré par lui. Et donc, c'est génial de sortir un disque que j'aime, mais dans lequel je sens qu'il y a un truc que je contrôle pas, que je maîtrise pas. Voilà. C'est drôle. Il y a aussi un duo dans cet album. C'est la dernière chanson de l'album qui s'appelle Lui dire, avec un Brésilien qui s'appelle Rodrigo Amarante. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire appel à lui, de l'appeler ? Déjà parce que j'adore sa voix. Étonnant. Voilà. Non, pour le resituer, parce qu'il est assez connu tout en n'étant pas si connu que ça. Vrai. En fait, le mot-clé en général, c'est le générique de la chanson générique de Narcos. Si on connaît un truc, c'est souvent ça. Après, il a été chanteur d'un groupe très populaire au Brésil. Et puis, il avait monté un groupe aussi avec le batteur des Strokes qui s'appelait Little Joy dans les années fin 2000, 2010, qui était vachement bien. C'est un gars qui a une expression musicale et vocale que j'adore, qui parle français et que j'ai vu en concert au mois de mai à Paris, en fan, quoi. Vraiment, moi, j'étais fan. Attends, au mois de mai, on est en février, là. 2022. Ouais. Et j'étais vraiment
voilà, je voyais ce mec seul à la guitare. Il est venu tout seul avec une pauvre guitare, vraiment très simple, pas d'éclairage, rien. Le gars tout seul au Cabaret Sauvage. Et c'était magnifique, vraiment magnifique. Il y avait 300 personnes, tout le monde était envoûté. Le mec aurait pu chanter 3 heures tout seul, c'était incroyable. Et un ami nous a présenté. Le soir même, dans les coulisses. Mais bon, lui, il s'en fout, tu vois. Il voit un chanteur français qui connaît pas. Oui, puis surtout, j'imagine qu'il n'a pas du tout pensé à un duo entre non, pas du tout. Non. Vraiment, ce copain nous présente. Moi, j'étais trop content, mais voilà, c'est tout. Et puis après, je lui ai écrit et je lui ai dit, voilà, on s'est vu là, mais je me doute que tu te souviens pas spécialement. Mais j'ai écrit cette chanson. J'adorerais qu'on la chante ensemble parce que c'est vrai que j'imaginais bien. D'une part, ça me plairait d'avoir sa voix sur mon disque. Ça, c'est un petit côté enfantin, possessif de faire quelque chose avec quelqu'un que j'admire. Mais aussi, vraiment, j'imaginais bien le fait tous les deux de s'exprimer, lui avec son accent, avec sa voix très différente de la mienne. Et en même temps, on pourrait aussi douter de quand ça passe de l'un à l'autre. J'avais cette espèce d'idée de chanson. À la première écoute, je me suis fait cette réflexion. Ouais, où on chante en même temps, mais on chante l'un après l'autre. Et je lui ai envoyé la chanson et il m'a répondu en 1 heure j'adore la chanson. Qu'est-ce qu'il m'a dit ouais, super. Bon, par contre, je suis en train de déménager, donc on fera ça plus tard. Et finalement, on a dû faire ça je lui ai envoyé la chanson. Il habitait à New York, il venait d'emménager à New York. Je lui ai envoyé la chanson, il a chanté dessus. Moi, je voulais éventuellement le rejoindre quelque part, mais c'était trop compliqué, il était en tournée. Donc il m'a renvoyé la chanson sur laquelle il a chanté. On n'a fait que s'écrire. Voilà. Et donc c'est très abstrait. Mais maintenant, la prochaine fois qu'on se rencontre, on a chanté ensemble, quoi. Enfin, c'est pas pareil. Voilà. Et la chanson est très, très planante et très, très, un peu contemplative. Et elle se termine sur un truc assez solennel. Et je trouvais que c'était la bonne chanson à mettre à la fin. Et oui, ça termine l'album de manière assez pertinente. Je te remercie. Est-ce qu'on peut parler de la chanson Mireille 1972 ? Hors de question. Hors de question, mais je m'en doutais bien. Que peut-on dire de cette chanson ? Que peut-on dire de cette chanson ? C'est une chanson sur l'avortement. Oui. Est-ce que tu peux en parler ? Bien sûr. Bon, c'est un sujet qui est très important, évidemment. Enfin, le sujet, je soulève même pas tellement. Jamais, et en ce moment, en plus, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup et auquel on pense beaucoup. Il se trouve que je suis partenaire du musée d'Orsay, qui lui-même est partenaire de mon album, dans le cadre d'une exposition Degas-Manet, qui ouvre fin mars. Et le musée m'a proposé une association entre l'exposition et mon disque. Mon disque, on en a parlé ça au mois de mai-juin. Mon disque n'était pas encore fini. Et donc je pouvais justement, je lui ai dit ok, ça m'intéresse si j'arrive à intégrer du musée d'Orsay dans mon disque, sinon ça n'a aucun intérêt, sinon c'est artificiel. Et il m'a envoyé le PDF de l'exposition Degas-Manet en juin, et je suis parti au Barn, l'hôtel dont on parlait tout à l'heure, avec toute l'exposition en me disant voilà, il faut que je vois si quelque chose vient. Et je suis tombé sur 2 photos côte à côte, parce que l'idée, c'est de mettre côte à côte Degas et Manet sur des choses qui se répondent ou qui peuvent... c'est pas une exposition sur l'un ou sur l'autre, c'est sur la confrontation des deux. Et 2 toiles côte à côte, l'une, une femme, l'une qui s'appelle L'Absinthe, qui est de Degas, où on voit une femme dans un bar vraiment tristoun. L'ambiance est sombre, triste, on dirait une peinture un peu flamande, il y a un malaise. Elle n'a pas l'air bien du tout, cette femme. Elle boit un alcool, ça a l'air d'être dans un bar, et à côté d'elle, il y a un mec qui se détourne complètement et qui a l'air vraiment... Franchement, il a vraiment pas l'air cool. Et voilà, ça c'est L'Absinthe. Et La Prune, qui est une femme vêtue en rose clair, qui a l'air complètement absente, enfin qui a l'air de... rêveuse mais un peu mélancolique, qui fume une clope en buvant une prune, un alcool, sur une table en marbre. Toutes les deux, en fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Oui, le regard un peu perdu. Ah ouais, elles sont pas bien. Elles boivent, elles fument, elles sont dans un bar à cette époque-là. Alors, il se trouve que c'est des prostituées, c'est leur histoire, la vraie histoire, je m'en foutais. Je me suis dit, qu'est-ce que moi, ça m'évoque ? Qu'est-ce qu'elles pourraient, d'où elles peuvent sortir ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et je me suis dit qu'elles venaient d'avorter à une époque ou à un endroit où l'avortement est illégal, et que
elles sont seules, abandonnées par la personne, enfin le mec avec qui elles ont couché, et qu'elles se démerdent et elles sont livrées à elles-mêmes et elles viennent de vivre un truc hyper traumatisant et elles sont toutes seules. En plus, le côté elles fument, elles boivent, peut-être qu'elles n'ont pas fumé, pas bu depuis longtemps parce qu'elles étaient enceintes. Enfin, tu vois, je suis parti comme ça tout seul à les imaginer seules après un avortement. Et j'ai commencé du coup à écrire cette chanson. Et c'est terrible parce que c'est très compliqué d'évoquer ça. Je voulais pas dire avortement. Ouais. Tu vois, le champ lexical de l'avortement, de la grossesse, de tout ça, c'est assez. J'avais pas envie d'aller par là. Donc j'ai pris beaucoup d'énergie à contourner et à pouvoir dire clairement, parce que je voulais qu'on comprenne très clairement ce dont on parle, ce dont je parle, mais sans en dire la moindre chose mots, concrète. Donc voilà ce que je peux en dire de cette chanson. Et du coup, je l'ai appelée Mireille parce que Mireille, en fait, je voulais que ce soit situé en France avant la légalisation de l'avortement. Donc, 1972, Mireille, voilà. Ça se tient. Voilà, ça sonne bien, Mireille. C'est vrai. Ça aurait pu être Brenda, Texas aussi. Ça aurait pu. Ouais, mais ça n'est pas. Ça n'est pas. Ton premier album, il est sorti en 2003. Ça fait 20 ans de carrière. Ouais. Ça y est, on y est. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, par exemple à l'image de Happy End, ton dernier album entièrement instrumental, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas fait, un projet qui pourrait encore te tenter? Oh ouais, il y en a plein. C'est vrai. Il y en a plein, mais le truc, c'est pas avoir des idées, c'est les faire. Donc des idées, j'en ai plein tout le temps. Est-ce que j'arriverai à les faire? Moi, j'aime vachement les synthétiseurs, mais j'aime depuis toujours et je pratique. Okay. Et ça a été mon métier. Vraiment, j'ai joué sur une centaine d'albums de chanteurs français, des claviers. Et j'aimerais faire des disques de chansons ou même de musique instrumentale entièrement au synthé, mais pas des trucs ambiantes, pas des choses très mélodiques, très orchestrées, très presque comme de la musique classique, mais avec des vieux synthés. C'est un fantasme que j'ai depuis très longtemps. C'est pas du tout, par exemple, dans les coulisses, quoi, là. Non, je suis pas en train de faire ça, non. Ouais. Non, mais il y a plein de choses que j'aimerais faire. Mais encore une fois, c'est pas l'envie, c'est qui compte. Les envies, heureusement, un artiste, il a plein d'envies, plein de projets. C'est qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce que concrètement on arrive à mettre sur papier, à dire voilà, ça c'est possible. Ou, voilà. Oui, ça te parle? Ouais, à qui le dis-tu? Quel est ton rapport à la scène? Est-ce que ça constitue, comme beaucoup d'artistes, je crois en tout cas, un aboutissement, ou est-ce que c'est quelque chose qui te terrifie, dont tu pourrais aisément te passer, que l'essence de ton métier se trouve pas sur scène typiquement? Si l'essence de mon métier se trouve sur scène, enfin disons à part égale, j'adore la scène et j'y suis vraiment très à l'aise. J'ai assez peu le trac. Ah ouais. Okay. Ouais, je suis pas. Enfin, j'ai des manifestations de trac, mais je suis plus heureux de retrouver la scène et de. Après, c'est pas toujours confortable la scène. Quelquefois le son est pourri, quelquefois on se sent mal à l'aise, quelquefois on croit voir son prof de maths au premier rang, ça doit pas être. Ou Philippe Catherine, hein, où tu vois, ou quelqu'un qui nous fait, où on se dit merde, il est devant, qu'est-ce qu'il pense? Alors ça, c'est l'enfer. Donc je peux être soumis à des bad trips, mais globalement quand même, j'adore être en public, j'aime bien faire le con sur scène, mais j'aime aussi beaucoup chanter et j'aime l'expression musicale quand elle est live, quand les gens sont là et assistent à la naissance du son, c'est quand même un autre truc. Et je participe moi-même, je suis au milieu du son, on projette du son, j'ai mes paroles, j'ai ma voix, c'est quand même assez magique. Il faut avoir confiance, il faut se dire que même quand les gens n'expriment pas grand-chose, ils reçoivent et c'est à la fin qu'ils applaudissent. C'est un truc de donner, de partager et c'est très physique, très sensoriel. Et le studio, j'adore ça aussi, mais c'est beaucoup plus aseptisé, c'est avec capote, quoi, un peu. Voilà, donc les deux sont très importants. Et puis la scène ne marche pas s'il n'y a pas de disque. De toute façon, il faut fixer les chansons logique, pour donc voilà. Et puis j'adore la construction en studio et j'adore la manière de jouer de la musique live avec des gens sur scène. Voilà.
Et le dénominateur commun aussi de tout ça, c'est la voix. Donc je sais que être chanteur, ça faisait pas partie de tes plans premiers, disons. T'as toujours aimé ta voix? Ah non. Est-ce que t'as travaillé pour l'aimer? J'ai toujours détesté ma voix et j'aime chanter, ça clairement, mais depuis 10 ans seulement. Avant, je chantais parce qu'il fallait bien chanter mes chansons, parce que je voulais être chanteur, mais maintenant j'aime vraiment chanter et je peux pas dire que j'aime ma voix, mais je n'ai plus peur de ma voix et j'ai plus... et puis, il y a des gens qui aiment ma voix, en fait. Et puis, plus ça fait 20 ans que je le fais, plus il y a des gens qui aiment ma voix et qui me le disent. Et donc, ça me rassure vachement. Et maintenant, je prends du plaisir vraiment à chanter et à jouer avec ma voix. Et par exemple, ce dernier album, là, les prises de voix, c'est des prises entières. C'est-à-dire, je chante du début à la fin la chanson. Souvent, alors c'est vrai qu'on n'en est pas au courant en général, mais souvent, quand on enregistre un disque, on découpe beaucoup. C'est-à-dire qu'on va chanter 10 fois la chanson, et puis on prend le premier couplet, la phrase, tel mot, il est plus juste là, tel mot... Là, c'était vraiment, j'ai dû faire 3 prises à chaque fois, puis on en prenait une, et puis après, on restait dessus. Et puis finalement, peut-être j'ai rechanté à la fin de l'enregistrement 3 détails qui m'énervaient vraiment. À chaque fois qu'on passait dessus, je me disais, non, c'est pas possible, c'est trop faux. Mais sinon, c'est des voix plus spontanées. Et je suis hyper content, mais ça, c'est grâce à Sage aussi. Je suis hyper content d'avoir accédé à cette décontraction-là et à ce lâcher-prise. J'aime pas l'expression, mais c'est quand même bien le cas. J'ai un peu lâché l'affaire. Je chante, et puis c'est tout, et puis ça va, quoi. C'est pas non plus... Ça veut dire que ta voix, elle montre quelque chose de toi aussi, au fur voilà, et à mesure. Il faut pas avoir peur. Mais c'est comme, c'est comme son visage, c'est vraiment la voix, c'est un truc physique. On n'a pas le choix. Donc, si on s'écoute, si on se regarde, on commence à corriger et c'est foireux. Il vaut mieux... En fait, tout le monde, quand je suis là, quand je te parle, je me corrige pas. Et en fait, tout le monde me connaît comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. C'est que quand moi, je me regarde que je vois un problème. Donc, il ne faut pas que je me regarde. Il faut juste que je fasse. Tu n'écouteras jamais cet épisode, en tout cas. Probablement. C'est vrai. Mais je l'ai vécu, moi. Ouais. Alors, tu es chanteur, tu es musicien, d'accord. Mais tu es aussi dessinateur. Ouais. J'ai même un dessin de toi chez moi. C'est non. Si. Ah ouais, lequel alors, je sais pas comment ça s'appelle. Premier rang, peut-être. Enfin, les pieds des gens. Ah ouais, en noir et blanc. Ouais. En noir et blanc. Ah bah, c'est chouette. Bon, c'est chouette. J'en suis ravi. J'aime bien ce dessin. Moi aussi. Il raconte exactement quelque chose que je vis tous les soirs de concert. Parce que tu as eu cette série où tu oui, je racontais la tournée. Ouais. Et en fait, quand on est éclairé par l'arrière, ça éclaire. Donc ça vient de derrière nous en hauteur, et donc ça pique sur le pied du premier rang. Et c'est à peu près tout ce que tu vois. Voilà, tu vois un rang de pieds. Écoute, voilà. Est-ce que ça a été un cheminement long, tortueux de te dire dessinateur? Parce que je sais qu'en France, en tout cas, on n'aime pas beaucoup les... Enfin, en tout cas, on se met en tête qu'on n'aime pas beaucoup les casquettes. Les multicasquettes. Les multicasquettes, précisément. Le dessin, c'est particulier. J'ai commencé par ça. Je pensais que je serais dans les arts plastiques. Et puis finalement, fait une école. Oui, une école quand j'étais ado. Mais, et puis finalement, la musique a gagné et a complètement arrêté mes velléités de dessiner. Et donc, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, peut-être, j'ai pas dessiné quasiment, à part 3 doudous pour ma fille, des trucs. Mais vraiment, non, je dessinais plus. Et c'est le fait d'avoir un iPad et avec un stylo qui est génial qui va avec, et de me retrouver en tournée. Alors, en tournée, c'est très répétitif et on prend le train tout le temps. On a dû faire 40 000 km. C'était tout le temps dans le train. Et avec tout le temps les mêmes personnes qui sont des amis proches, mais à un moment, on s'est un peu tout dit aussi. Ouais, ça va 5 minutes. Tu vois, après, on prend des bouquins, des trucs. Moi, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à écrire. Par contre, dessiner, c'est super. Tu peux rester dans une conversation, tu as une oreille qui est là, ou écouter de la musique, vous regardez le paysage, dessiner. Quoi. Enfin, ça mobilise une autre zone du cerveau, quoi. Il n'y a pas besoin d'être 100% dispo. Tu peux écouter la radio en dessinant. Et donc, j'ai recommencé à dessiner et à raconter mon quotidien comme ça. Puis depuis... c'est devenu vraiment... Oui, maintenant, je crois que j'assume. Tu vois, je t'ai pas contredit quand tu m'as dit que tu es dessinateur. Parce qu'on m'a même fait faire des affiches, des trucs. J'ai fait les produits dérivés, par exemple, de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque. Donc, j'ai dessiné des mugs, des t-shirts, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment marrant. J'aime bien ça. Et surtout, je m'en fous. J'ai aucun enjeu là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, je suis détendu. La musique, c'est important. Enfin, pour moi, je veux dire, la musique, les chansons, c'est ce qu'il y a de plus important. Dessiner, c'est que cool. Donc, en fait, c'est génial d'avoir une activité un peu professionnelle, mais dont je me fous.
Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, dont je suis en tout cas pas anxieux, quoi. Puis le symbole, c'est qu'il y a des gens qui achètent mais tes dessins, tu vois. Donc ça veut dire quelque chose, j'imagine aussi. Ah ouais, c'est super. Non, mais ça me touche vachement. Eh ben, ton actu, finalement, c'est quoi ? C'est le musée d'Orsay, mais c'est complet. Oui. Tu fais 3 concerts en avril. Ouais. Donc bon, on en parle, mais on n'en parle pas, quoi. Disons que moi, je suis très content de dire que c'est complet. Ouais, mais... je suis très content pour toi aussi. Je suis très flatté. Alors, on tourne, on commence à tourner au printemps. Ouais. Avec des dates qui sont affichées partout. Il suffit d'aller sur mon Instagram. Je vous invite à y aller, évidemment. Ouais. Et un peu partout, je suis très content de tourner. J'ai un nouveau groupe, un nouveau son. Parce que j'ai fait 2 tournées d'affilée qui étaient acoustiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de sono. Ok. On jouait dans les salles jusqu'à 800 places, sans sono. Il y avait juste une petite enceinte pour ma voix, mais les instruments, violon, violoncelle, étaient acoustiques. Et vraiment, c'est-à-dire, vraiment, il y avait... Et c'était super, mais je suis content maintenant là, de revenir sur scène avec de la basse, de la batterie, des claviers, des guitares. Point important, mi-novembre, le cirque d'hiver à Paris. Ça me fait triper. Ouais, c'est important parce que le cirque d'hiver, c'est un endroit où j'ai vu plein de concerts. Il y a des concerts mythiques qui ont été faits au cirque d'hiver, des concerts d'Higelin, de Jean Guidoni. C'est des concerts qui m'ont marqué quand j'étais ado et petit. Donc, il y a un petit quelque chose, quoi. Ouais, jouer là-bas, ça me touche vachement plus que de jouer à la Cigale ou même l'Olympia, par exemple. On a choisi cet endroit parce qu'on se disait quelle est la salle un peu grande dans laquelle je pourrais jouer à Paris. Et en fait, celle qui me fait le plus triper, c'est le cirque d'hiver. Okay. Et puis tout le public est en rond, à la verticale, tu sais, un peu autour de toi. Ouais. Tu es au milieu d'un genre de chaudron de gens. Oui, c'est vrai que c'est spécial en soi. Ouais, c'est super. Enfin, j'ai hâte. Ouais, c'est clair, trop bien. Et puis toutes les autres dates de tournée aussi, ça va être super. Ouais, où que vous soyez en France, regardez. Oui. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? J'en ai plein. Mon copain Voyou sort un disque une semaine avant le mien. Qui est super. Ouais, t'es d'accord. Je suis d'accord. J'adore son disque. Et il l'a fait au Brésil avec des musiciens brésiliens. C'est vraiment beau. C'est très joyeux musicalement, très enlevé. Et en même temps, c'est très profond. Les textes, il écrit de mieux en mieux. En plus, il chante super bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau disque. Très riche, très varié. Voilà. J'ai vu une série il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé dingue, que je ne connaissais pas et qui n'est pas récente. Ça s'appelle Homecoming, je crois. Oui, Homecoming, avec Julia Roberts et Janelle Monáe. Il y a 2 saisons. C'est une chanteuse, elle ? Ouais, c'est une chanteuse. Ça m'a remué complètement. Okay. C'est-à-dire que esthétiquement, c'est incroyablement beau. Vraiment, les plans, c'est délirant. La construction, c'est très original. Julia Roberts, c'est fantastique, mais il y a plein d'autres acteurs qui sont dingues. Il y a un peu de comédie romantique, mais en même temps, c'est vraiment une histoire de magouille énorme, presque pas science-fiction, mais quand même, il y a un truc... ça part... c'est très riche et c'est fou. C'est fou. Vraiment, je trouvais ça... Okay. Je vous la conseille. Surtout que ça n'a pas vraiment marché. Je connais personne qui la connaisse. C'est sur quelle plateforme ? J'en sais rien. Je ne sais plus. Okay. C'était peut-être OCS. Mais ça change de toute façon. OCS, HBO change. Ouais. Regardez si ça vous intéresse. Ouais. Super. Merci beaucoup. C'est moi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.